Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Binge. C'est ton avis sur le film, c'est ça? Non, je teste. Non, c'est mon imitation de singe. Il est vrai, c'est vrai qu'il est resté là-dessus. On a eu une heure entre temps. Il va se passer encore des moi, je trucs reste sur les toujours sur les singes. Toujours. Allez, Les singes, c'est les singes. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, ce ne sera pas une surprise si vous nous suivez depuis un moment déjà, n'a pas trop le goût des remakes, des ressucés, des gloires plus ou moins confidentielles du temps jadis, des remises au goût du jour, d'anciens succès qui n'avaient rien demandé à personne, car on peut très bien aimer le passé sans vouloir sans cesse tenter de le ressusciter. Mais ce sentiment, vous le savez, n'est pas franchement partagé au sein de l'industrie du cinéma qui, tel un Victor Frankenstein sous méthamphétamine, s'acharne à déterrer tous les cadavres qu'elle trouve, des fois qu'ils soient encore à même de rapporter un petit billet. Ainsi, c'est avec circonspection, pour rester poli, que nous avons vu arriver le remake de Death Wish que signe Eli Roth et dont nous allons causer avec un duo de justiciers dans la ville, Lelo Jimmy Batista. Salut Jimmy. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. Et je précise comme d'habitude que nous sommes à l'antenne Paris. C'est Nos Ciné, épisode 138 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Death Wish, donc, c'est le remake du film de 1974 qu'on connaît sous le titre Un justicier dans la ville par chez nous, film à l'origine de signé par Michael Winner, porté par l'indémodable Charles Bronson, dont le rôle de Paul Kersey est ici repris par Bruce Willis. Paul n'est plus architecte mais médecin. Il est toujours, ceci dit, dévasté par la perte de sa femme et le traumatisme subi par sa fille, toutes deux violemment agressées chez elle par des voyous masqués. Le doux et pacifiste Paul va donc se transformer en machine à tuer pour débarrasser la ville de toute la racaille qui fait rien qu'à troubler la vie des braves gens, bordel. You look much better getting out socializing. Not so much. Well, whatever you're doing, keep it up. Okay, I will. Et tout ça est donc réalisé par Eli Roth sur un scénario de Joe Carnahan à l'origine. Et outre Bruce Willis, au casting, on trouve également Vincent D'Onofrio, Kimberly Elise ou encore Dean Norris. Votre avis sur tout ça, messieurs? Jimmy. Moi, je me suis demandé au début s'il y avait vraiment une possibilité pour qu'un remake d'Un justicier dans la ville soit valable, correct. Je me suis dit, bon, alors soit tu pars dans un truc très 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 froid, esthétique, ultra brutal, vraiment sans pitié, ou inversement, tu pars dans un truc plus analytique, plus réfléchi sur voilà, la violence, etc. Et là, en fait, on dirait qu'il a pris aucune de ces deux options. Et on dirait qu'il a pris genre l'option film de droite, vive l'autodéfense, et si t'es pas content, va me sucer le moignon, quoi. Si seulement. voilà. Et t'as l'option, il a pris l'option film de gauche, messieurs, la violence n'est pas une solution, et il a mélangé les deux, et il a fait, bon, démerdez-vous avec ça, quoi. C'était vraiment parce qu'en fait on a un film qui est à la fois qui marche sur des œufs, qui prend jamais vraiment position ni rien, et qui en même temps est complètement teubé, quoi. Et en fait, bon, d'un côté on a donc un film qui marche, qui fait vraiment attention à tout. Le meurtre de la fille et de sa femme, il se passe hors champ. Ouais. Les tueurs sont limite sympas. Ils sont courtois. Oui, ils sont courtois, ils sont franchement courtois. Ouais. Mais surtout quand tu compares à l'original. Ah oui, voilà. À l'original, la scène de meurtre et de viol, elle est grotesque un petit peu, mais au moins elle est malsaine. Elle est malsaine. Parce que les mecs ils utilisent comment t'appelles ça, une bombe. C'est ça, voilà. Le cul de la fille de Brown, c'est dégueulasse. C'est vraiment. Et en même temps, donc là, le remake, il est aussi hyper tendu, hyper teubé, parce que il voit une psy tout le long du film qui, en gros, à qui il dit, bon bah écoute, là, je me sens vachement mieux, j'ai tué quelqu'un, donc là, au fur et à mesure où il tue des gens, il sent mieux, donc on voit quand même un petit message qui est quand même pas terrible. Il se venge uniquement des gens qui l'ont agressé, sa femme et sa famille. Donc dans l'original, c'était genre il pète un câble et il devient nettoyeur, quoi. C'est d'ailleurs même le truc qu'il faut extrêmement préciser, parce que le problème avec l'original, c'est qu'il a une réputation qui, je pense, est liée aussi aux suites, bien sûr, qui sont pour le coup beaucoup moins ambiguës. Et effectivement, tu veux dire Un justicier dans la ville 5, par exemple? Le 5, on n'y va même pas, c'est carrément un film de papy, mais moi je parle du 2 qui est très violent, très le 2, c'est l'image que les gens ont, le cliché, c'est voilà. Mais le truc, c'est que la grosse distinction entre celui-là et l'original, c'est que l'original, c'est un film de vigilantisme, vraiment. Celui-là, c'est un film de vengeance. C'est-à-dire que, en gros, dans l'original, effectivement, c'est bon de le préciser, comme tu le disais, que en fait, il ne retrouve jamais
les meurtriers de sa femme et les violeurs de sa fille, quoi. Et il ne les retrouve jamais. Toute l'idée en fait du personnage, c'est une personne qui est un démocrate, bon teint, qui n'aime pas les armes, qui voilà. Un ancien objecteur de conscience. Exactement, et interprété par Bronson. Et avec, je trouve, ça c'est pareil, il faudra à un moment donné le préciser, avec une vraie, finesse en fait de jeu, parce que c'est hyper assez remarquable en plus, parce qu'il était déjà dans sa période Bronson gros bras, et là il a réussi à faire Monsieur Tout le Monde, quoi, mais pas que, parce que même il y avait enfin bon, on va reparler après, mais le truc c'est que si tu veux, en gros, toute cette notion là, en fait, toute cette ambiguïté là, bon, c'est pas du Friedkin non plus, mais je veux dire, ça c'est quand même assez poignant, enfin ça fonctionne vraiment bien. C'est un film qui questionne la morale du western, si tu veux, le film original, et qui se demande en fait, en gros, si tu veux, sur quel fondement la société américaine est basée, en tout cas en termes d'autojustice, de vente d'armes et tous ces trucs-là. Et ça, c'était important, en fait, si tu veux, de le retranscrire dans aujourd'hui, parce que s'il y a bien un angle qu'on pouvait éventuellement aborder pour faire un remake de Death Wish, c'est ça, c'est comment dire, la question des armes, le MRA, tous ces trucs-là, etc., qui sont des grosses questions d'actualité, qui sont littéralement, mais pas traitées du tout dans ce remake, qui est effectivement ridicule. Et comment dire, enfin qui est bête à manger du foin, effectivement, qui effectivement, comme l'a dit Jimmy, ça marche sur comment dire, sur des œufs dans un coin, et puis ça fait n'importe quoi de l'autre. Et puis surtout, il y a faut être honnête, une erreur de casting monumentale, en fait, qui est Bruce Willis, quoi, qui tu pourrais croire que c'est un rôle qui pourrait être taillé pour lui quelque part, dû son passif de héros d'action. Mais le projet en lui-même déjà est problématique, parce que il faut savoir que à la base, c'est pas un film d'Eli Roth. À la base, c'est d'abord, en fait, le tout première personne qui a bossé sur le projet, toute première, c'est Stallone. Et ça vaut ce que ça vaut, mais là, c'est un vrai mec de droite qui aurait fait un film de droite, je pense, tu vois. Donc, le truc, c'est que... Non, mais enfin, t'es pas obligé d'être de droite pour apprécier un film de droite. C'est ça que je veux dire aussi. C'est ça la logique. Et au moins, en fait, ça serait allé assez loin dans cette logique-là, je pense. Et je pense que lui, il a des choses intéressantes à dire malgré tout là-dessus, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Ensuite, t'as Carnahan, qui est alors là crédité au scénario, mais si vous voulez, en fait, le scénario est disponible sur le net, donc vous pouvez aller le lire et vous allez voir la distinction vraiment entre ce qu'il y a à l'écran là et ce que tu lis, ce que lui a écrit. Lui-même le dit à longueur d'interview. Voilà, et puis il manque 40 minutes de film, minimum dans le film d'Eli Roth, et puis c'est réécrit dans tous les sens, quoi. Et moi, j'en ai, pour en avoir parlé directement avec Carnahan à l'époque, en fait, lui, alors lui, déjà, il voulait Matt Damon dans le rôle, et une des problématiques, c'est quand le studio lui a imposé Bruce Willis, il a dit non. Et il s'est barré. Il voulait vraiment avoir Matt Damon, et parce que c'est l'idée de prendre un monsieur tout le monde. C'est-à-dire l'idée que ce soit un chirurgien, ça vient du scénar de Carnahan, et c'est une bonne idée, parce que fondamentalement, en fait, c'est même la seule idée qui est pas exploitée dans ce remake de merde, qui est que, en gros, si tu veux, on parle d'un mec qui passe son temps à sauver des vies. Qui a étudié pour ça, qui effectivement, alors comme ça, c'est un tout petit peu gardé dans le film d'Eli Roth, qui est un petit peu, comment dire, une mauviette, mais en fait il y a une vraie explication dans le scénar d'Eli Roth. C'est un mec qui se faisait battre par son père, quoi. Tu vois, et il y a toute une scène autour de ça. Le scénar de Carnahan, tu veux dire. Scénar de Carnahan, pardon. En fait, en gros, t'as une scène dans le film là que tu vois, qui est une scène où Bruce Willis se fait malmener un match de foot par sa fille. Tu vois, il y a sa fille qui joue un match de foot, et il y a un autre daddy qui est là et qui en fait qui l'insulte, et Bruce Willis fait la carpette, quoi. Sauf que cette scène dans le scénar de Carnahan, et t'as une scène juste avant, en fait, où il parle avec son frère du moment où il se faisait casser la gueule par leur père, en fait, quand ils ont grandi, quoi. Donc du coup, ça fait complètement sens, alors que là, en fait, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et puis après, le type, il apprend à utiliser les armes, patati patata. D'ailleurs, en plus, la construction le cheminement du truc, il est hyper débile, quoi. C'est genre, effectivement, t'as sa femme et sa fille qui se font agresser. Ensuite, il voit la police lui dit, il n'y a pas de scène de viol, en fait. C'est même pas une scène de viol. C'est carrément. Tout est hors champ. On entend juste des coups de feu hors champ. Voilà, on sait même pas ce qui c'est. Ensuite, il va voir la police lui dit mon pauvre monsieur, on saura jamais. Ensuite il sort dans la rue, il fait merde, et là il se fait tabasser par des mecs, et ensuite il se dit il est chez lui, je ramasse ma gueule parce que je me suis fait tabasser. Il voit une pub à la télé pour des flingues, et il se dit et la scène d'après il est à un magasin de flingues en train d'acheter des flingues, quoi. Et c'est vraiment genre il y a vraiment un truc c'est super c'est primitif, et puis il y a un côté funky là-dedans, en fait. C'est-à-dire qu'ils essayent, c'est-à-dire que encore une fois, comme le film il marche sur 36 œufs, c'est même pas que c'est juste un film de gauche puis de droite, tu vois, parce qu'au bout d'un moment c'est voilà, mais t'as aussi un moment donné où les mecs, en fait, ils essayent de prendre le scénar de Carnahan, dire on va essayer d'aller dans cette veine un peu sérieuse du film, et finalement partir dans un espèce de truc d'exploitation, mais même pas un truc d'exploitation
tu vois, non mais qu'il a envie qu'il sort des trucs, tu vois, juste un truc d'exploitation en fait à la comment dire à la Grindhouse, comme ils ont fait leur faux trailer là récemment, tu vois, sur le film quoi, pour vendre le film. Et le problème, c'est avec du gore de merde, tu vois, complètement débile. T'as littéralement des scènes qui sont reprises de Y a-t-il un flic pour sauver le président quoi. Moi cette scène à un moment donné où en fait en gros il fait tomber la boule de billard sur la boule de bowling sur la tête d'un mec, c'est littéralement dans une voiture aussi un moment. Ouais voilà, mais c'est il verse du truc dans la blessure d'un mec aussi, c'est assez dégueu. Alors ça c'est le moment où ils essayent d'utiliser le côté attention c'est un chirurgien. Le truc avec le Bronson, bah non, il y a aussi le défibrillateur. Ça, c'est vraiment attention sur la chirurgie. Mais le truc avec, comment dire, oui, mais c'est parce qu'il connaît l'anatomie humaine, c'est pour ça que je veux dire ça. Mais le truc, c'est que, le truc avec Bronson, c'est que c'était sec, en fait. Si tu veux, il n'y avait pas c'est-à-dire, les mecs se pointaient, ils voyaient qu'il avait de l'argent, ils le faisaient exprès, tu vois, ils jouaient un peu avec cette logique-là, tu vois. Et en fait, les types le coursaient dans le métro, etc., etc. Enfin, ils l'abordaient, et puis pam, en fait, 2 coups de feu, c'était réglé, ils partaient, quoi. Là, c'est, d'un seul coup, on met des trucs un peu ingénieux parce qu'il faut que ça soit fun dans le gore, fun dans le machin. Et le problème, c'est que, avec un sujet comme ça, je veux dire, même dans les années, on voit en fait parce que Death Wish, donc t'as le premier film, t'as la suite tardive en fait qui arrivait presque 8 ans après en fait, qui était pour le coup un vrai film de vengeance, bien crapoteux parce que t'as déjà, si tu regardes la vraie version non coupée de Death Wish 2, ça commence par un viol sur la bonne. Un viol sur la fille catatonique qui ensuite va se suicider et se jette dans le vide et qui se plante sur les pics d'un truc. Qui est la gamine du premier film, hein, du coup. Ouais, c'est ça. Et c'est pas la même actrice, je crois. Non, c'est pas la même actrice, mais c'est le même personnage. Mais c'est quand même super crapoteux. Et même, moi, je vais te dire, je me rappelle que je m'étais fait un espèce de double programme. Je l'ai arrêté au bout d'un quart d'heure, le deuxième. Je suis allé me coucher parce que j'ai fait, bon, c'est bon. C'est vraiment le premier déjà assez hardcore. Et puis celui-là, voilà. Et après, je l'ai repris. Et effectivement, tiens, tu regardes ce film-là, c'est un truc un peu, il descend dans la rue, il tombe sur les mecs qui ont tué sa fille. Oui. Non, puis c'est vraiment, là pour le coup, c'est limite, ils ont voulu mettre un côté un peu feel good movie. Il y a CDC. Dans celui-là, dans celui-là. Et t'es là, enfin, c'est comme si tu regardes Irréversible et qu'à la fin vous mangez des quiches, quoi. Tu vois, parce qu'ils mangent des quiches. C'est ça. Et le truc après, c'est que donc t'as Death Wish 3, donc le justicier de New York, alors qu'il est carrément dantesque dans le. Oui, parce qu'il est chargé de nettoyer un quartier, je crois. Ouais, parce qu'un flic le repère, le reconnaît. Non, il y a son pote en fait qui l'appelle. Et voilà, t'as carrément des scènes. Moi, je sais que j'adore le film parce qu'il est complètement dingue. En fait, c'est celui avec l'affiche française où il a carrément les cartouchières. Non, ça c'est le 4, je crois. C'est le 4 ou le 3, je sais plus. Je mélange. Non, c'est peut-être, t'as raison, c'est peut-être le 3. Ouais. Mais le truc, en fait, si tu veux, dans le 3, t'as carrément une scène, moi, que je trouve géniale. Elle est sur YouTube si les gens veulent avoir la référence, quoi. Mais où il s'achète un appareil photo dernier cri, tu vois, il se balade avec dans le quartier, tu vois, il dandine du cul comme ça pour essayer de montrer, comment dire. Oui, voilà, pour essayer d'attirer les marlous. Et là, le marlou voit ça, tu vois. Il court derrière Bronson, il lui arrache l'appareil photo. Et là, t'as Bronson qui sort son flingue devant tout le monde, devant tout le quartier. Et bam, il la bat dans le dos, tu vois. Et là, t'as tout le quartier qui commence à applaudir. C'est le 3, c'est le justicier de New York. Ouais, c'est ça. Il a la cartouchière. Je me rappelle, c'est une Browning M1919, tu vois. Super. Du plus bel effet, tu vois. Bref, et c'est ça, c'est devenu un truc complètement grotesque, on le sait aujourd'hui. Et je trouve ça hallucinant en fait que ce remake joue un peu sur cette carte-là, tu vois, en se disant en fait pour les gens Death Wish c'est pas l'original. Non, c'est vraiment il y a un côté une démission genre parce qu'en fait le seul commentaire un peu social ou quoi qui peut y avoir, ils l'ont filé au commentateur radio, il y a un commentateur radio qui parle. Alors bon, certes, c'est peut-être une comment dire, une référence à Vanishing Point ou Guerrier de la nuit et tout ça, quoi, où t'as toujours, c'est un peu rythmé par encore, il apparaît pas souvent, donc c'est même pas. Moi, je pense qu'ils ont essayé de reprendre, tu sais, cette espèce de commentateur sur Trump là. Oui, il y a un peu de ça aussi, quoi. Ouais. Mais ils vont pas aussi loin que le mec. C'est-à-dire que le problème, en fait, c'est que quand la réalité, elle est beaucoup plus hardcore que. Oui, parce que là, pour le coup, le speaker radio, enfin, il dit genre, il dit aux gens qui appellent, qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Mais il dit pas, il prend pas de décision, il prend pas d'avis, quoi. Donc c'est un peu. Et ça, c'est le commentaire qui était un petit peu déjà dans l'original, c'est-à-dire le côté. Oui, il y avait déjà la radio. Il y avait déjà déjà le fait que le mec devienne populaire, en fait. Oui, c'est surtout c'est ça le truc. Le Grim Reaper. Et que ça emmerdait carrément le. Mais il y avait pas là, c'est le seul truc en fait de discours un petit peu où tout le reste, t'as l'impression de regarder un truc fun. Il y a un happy end quand même. Non mais c'est assez fou. Et alors quand on dit que Bruce Willis c'est une erreur de casting, c'est carrément hallucinant parce que donc.
comme dans l'original, on y va, on spoil, de toute façon. Donc la mère meurt au début et la fille survit, tu vois. Et ce qui est quand même assez dingue, c'est que t'as une scène. Enfin, moi, je me rappelle que j'ai halluciné en voyant la scène, quoi. C'est que t'as Bruce Willis qui va voir le cadavre de sa femme. Il tire le truc. Et en fait, il y a une espèce de moment de tension, et en fait, il a un relâchement, et t'as l'impression qu'il est soulagé que ce soit sa femme qui soit morte. Oui, tu vois. Et moi, c'est vraiment une scène incroyable. De merde, on dirait, je sais pas, qu'il a, il baille ou il a un peu mal au bide, mais enfin vraiment, il n'y a pas aucun chagrin, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est assez. La question qu'on a posée au début de savoir s'il est possible, je pense, de faire un film sur ce sujet-là aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire, dans un film de studio comme l'était l'original de Death Wish, je pense pas, non. Oui. Pareil, le truc, c'est qu'à un moment donné, il y a eu il y avait les deux réalisateurs de Big Bad Wolves, les deux Israéliens, en fait, qui étaient aussi pressentis pour faire le film avant qu'Eli Roth reprenne le truc. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'eux, ils sont partis aussi pour des problèmes d'apparemment avec le studio, quoi. Parce que c'est aussi un film où tu sens, en fait, l'influence du studio. Tu sens que c'est un film que le studio voulait faire. Mais que en fait, en gros, qu'ils voulaient avoir une grosse star du cinéma d'action pour dire bah voilà, parce que dans leur esprit, Bronson c'était une star du cinéma d'action. Ouais. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est ce que j'allais dire aussi sur Bronson tout à l'heure. Voilà, c'est que même s'il y avait ce bagage-là chez Bronson à l'époque, et même s'il y avait, il a toujours eu ce côté très très comment dire, viril, quoi, manly, très prononcé, beaucoup plus que n'importe quelle star de l'action de ces 30 dernières années. C'est la moustache, ça. Mais il y a un côté, je veux dire, c'était quasiment un problème pour lui. Il paraît que les actrices ne voulaient pas tourner avec lui, tellement il était, tu vois. Il y avait cette espèce d'image un peu macho, ultra condensée, quoi. En fait, quand tu regardes les films de plus près, et là je parle pas que de Death Wish, il y a aussi par exemple The Mechanic aussi de Michael Winner, t'as une scène en fait qui est désarmante d'impuissance. En fait, t'as une scène dans ce film-là où il interprète un tueur à gages qui est très solitaire, où en fait il rentre et il va voir, en plus c'est sa femme qui interprétait le rôle, c'était Jill Ireland, et il va voir en fait une nana, et en fait il est très très dominant avec elle. Il y a toute une scène où elle lui tombe dans les bras, etc., etc. Et en fait, la scène se fait et cut, et t'apprends en fait que c'est une pute qui paye. Oui. Et là, tu peux pas faire. Je veux dire, n'importe quel acteur d'action n'aurait jamais fait cette scène aujourd'hui. D'ailleurs, la preuve, ils ont fait le remake de ce film avec Jason Statham. Et là, la pute, elle est trop contente de baiser avec Jason Statham, et c'est trop cool, tu vois. Et c'est ça le truc, en fait, si tu veux, c'est que Bronson, il avait cette capacité, parce que il avait cette capacité de effectivement représenter disons-le, le machisme absolu, tu vois. Ok, il y avait carrément même des pubs hallucinantes de l'époque. Vous allez vous faire plaisir, allez voir. Attention, je dis ça avec le plus grand respect pour Bronson. Vous allez voir quand même une pub qui s'appelle Mandom. Vous tapez Charles Bronson Mandom, vous allez voir cette pub, c'est hallucinant, quoi. C'est une pub pour déodorant et génial. Mais c'est pour donner une image de ce que représentait Bronson à l'époque, ce qu'il était comme aussi, icône. Et il y a ce côté-là, il y a ce côté extrêmement viril, extrêmement macho. Et en même temps, il y a cette fêlure absolue que moi j'ai quasiment, à part Clint Eastwood, j'ai jamais vu quasiment dans aucune star de l'action de ces 40 dernières années, quoi. Bruce Willis, il le jouait peut-être effectivement dans Die Hard, mais de façon beaucoup plus humaine, pas aussi. C'est-à-dire là, ça joue vraiment sur les deux côtés, c'est-à-dire le côté extrêmement macho et le côté extrêmement brisé, quoi. Et c'est quelque chose qu'il faisait à l'époque, toi. Évidemment, il était une fois dans l'Ouest, ce genre de rôle, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et ça, évidemment, ça, je te passe les détails, mais ce n'est absolument pas dans le remake. C'est absent, on peut le dire. Avant de se quitter, messieurs, on va comme d'habitude prendre quelques minutes pour une tournée de recommandations toute fraîche. On peut rester dans le domaine du revenge movie ou du vigilant movie, mais comme toujours, vous êtes libre. Est-ce que quelqu'un va recommander Le Justicier Bracelet Dealer ? J'ai découvert que c'était le titre français de Death Wish 4. Écoute, alors, il bousille le mec au lance-roquette à la fin. Tu vois, je l'ai pas vu celui-là. J'ai vu que les deux. Le 5 effectivement est plus papy. Attends, t'as pas vu le 3 ? Non, j'ai pas vu le 3. T'as pas vu le 3 ? J'ai pas vu le 3. Non, j'ai vu que les deux premiers. Tu passeras à la maison, regarde. Ouais, je passe. Je viens après. Et bref, vos recommandations, messieurs. Stéphane. Attends, Vigilante, Clint Eastwood. Bah oui, non, obligatoire, tu vois, voilà. Et alors, c'est un aspect en fait du film, c'est Sudden Impact. Et c'est notamment le personnage de Sandra Locke en fait qui joue une jeune femme. Alors je spoil le film puisque tu l'apprends vers la fin. Qui joue en fait une jeune femme qui abat les violeurs de sa sœur en leur tirant au magnum dans les couilles. Voilà, donc et alors c'est un film qui est très très étrange parce que c'est un film qui joue déjà un petit peu avec l'image de l'inspecteur Harry. C'est un film que
En fait, c'était un film que Eastwood, à la base, ne voulait pas vraiment faire, mais c'est quand le studio est venu le voir en lui disant, en fait, on a fait un sondage et on s'est rendu compte que l'Inspecteur Harry, dont vous n'avez plus fait, c'était en 83, vous n'avez plus fait de film depuis 76, est encore extrêmement populaire. Et donc, en fait, ça serait bien de faire une suite. C'est ce que vous en pensez? Donc, Eastwood a fait OK, il a fait ce film. Donc, il y a à la fois des dérives humoristiques à la Eastwood, période doute dur et dingue, tout ça, notamment avec le chien patate, qui est un petit carlin qui lâche des caisses. Donc c'est assez étonnant. Et de l'autre côté, en fait, t'as des scènes, t'as des scènes d'une noirceur et et puis t'as ce plan iconique où il apparaît sur la berge de San Francisco avec le flingue à la main et en contre-jour, là, que tout le monde connaît, en fait, qui est dans Zone d'Impact. Et c'est ce personnage en fait extrêmement noir qui est interprété par Sandra Locke et qui représente pour moi une quintessence du vigilantisme, tu vois. Voilà. Et puis comme de toute façon comme on l'a dit, il faut que je parle d'Eastwood. Dans chaque émission maintenant c'est obligatoire. C'est contractuel jusqu'à la fin de la saison. Sudden Impact qui a été en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, encore un plus gros succès que le premier Dirty Harry. Voilà. Donc voilà. Très bien. Jimmy. Moi, je vais prendre un film qui, du coup, contrairement à Death Wish, se cache pas, qui va choisir vraiment son camp, bien à droite. C'est Brigade spéciale d'Umberto Lenzi, qui est sorti en 76 sous le nom, c'est Roma Manoramata. Là, je vais vraiment dans les. Tu vas chez Lenzi, évidemment. Et le plaisir des connaisseurs. C'est un classique du poliziesco italien avec les deux meilleurs, Thomas Milian et Maurizio Merli. C'est celui où il fait plus ou moins le Joker, là. C'est ça, voilà. Thomas Milian fait un rôle qui est assez proche du Joker. Et Maurizio Merli vient, comme d'habitude. En fait, il joue un bossu. Oui, c'est ça, c'est un espèce de bossu avec une mitrailleuse. Et Maurizio Merli, avec sa moustache, sa petite veste en velours, arrive pour nettoyer Rome, tout simplement. Hein. C'est vraiment, il est pas là. Et en fait, le truc, c'est qu'il a des méthodes. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le truc, c'est tout est à fond, tout est dans le rouge, il n'y a aucune morale. Et moi, une réplique que j'adore dans ce film, c'est Maurizio Merli, donc l'inspecteur Tanzi, qui voit le chef de la police de Rome qui l'a invité pour venir tout nettoyer. Et l'autre lui dit peut-être se calmer parce que là tu commences à y aller un peu trop fort, et il lui dit peut-être une idée, peut-être créer une brigade disons spéciale, et c'est pour ça qu'ils ont gardé le titre d'une brigade spéciale en France. Il y a vraiment un côté là on n'est plus dans la droite, on est quasiment presque dans le film d'extrême droite, hein. C'est assez mais c'est un film qui est en tant que film d'action, c'est un super film d'action, mais c'est surtout que à voir aujourd'hui, surtout pour les gens de la nouvelle génération, ça peut être un truc exotique, quoi. Pour le moins. Il y a peut-être un petit dernier truc que je voulais rajouter vite fait, en fait, c'est parce que ça va être diffusé normalement la semaine prochaine, un truc comme ça. C'est le documentaire de notre ami Julien Dupuis. Oui. Je sais qu'il en parlera pas ici, donc c'est moi qui l'en fait pour lui, quoi. Qui est un documentaire sur Jacques Audiard. Alors, on pourrait croire qu'on est un peu loin du sujet, puisque voilà, mais bon, Dipan, voilà, c'est un vigilant, oui. Exactement, voilà, donc c'est pour ça que j'en parle aussi. Oui. Et donc c'est un super documentaire en fait qu'il a tourné là cet hiver en fait, et qui est diffusé sur 13e rue, je crois, si je dis pas de bêtises, à partir du 17 mai, quelque chose comme ça. Et qui revient en fait, alors sans Audiard, et c'est ça qui est assez fort en fait dans le docu, c'est qu'il arrive à contourner le fait que Audiard lui a dit non et qu'il n'est pas dans le documentaire, mais par contre en fait qu'il lui a plus ou moins donné sa bénédiction pour faire le documentaire, et il est parti en fait sur tous les collaborateurs, et ça devient, c'est une approche qui est extrêmement intéressante parce que voilà, c'est ça, et en fait ça devient une approche extrêmement intéressante parce que mine de rien t'arrives complètement à comprendre le personnage, et moi-même alors j'ai un peu lâché l'affaire avec lui, quoi, même si j'aime bien ses films, Audiard, tu vois, ça m'a vraiment donné envie de replonger dedans, quoi. Et donc voilà, c'est le mystère Audiard de Julien Dupuis. Retenez ce nom, un jeune qui démarre, voilà, et qui monte, qui a beaucoup d'avenir. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux, merci à Quentin la technique, à l'antenne pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez bien nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Binge. Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser chemin, les gars. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Des policiers français, que les acheter, pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.